La mort par infarctus à 69 ans du professeur Tullio La Rossi, titulaire de la chaire de gynécologie à l'université et directeur de l'hôpital de Santa Maria Immacolata, appelé plus communément la maternité, fut un vrai événement pour les locataires de l'immeuble du 5, rue Sesostris, dont La Rossi était le propriétaire. Depuis 15 ans, c'est-à-dire depuis que je suis venu m'installer dans cette ville, j'habite un petit appartement au 3e étage de cette maison, et je m'y trouve très bien. Le bureau de mon affaire, publicité et relations publiques, est au contraire dans le centre. Construite pendant les années 1920, dans un style sobre qui rappelle vaguement le petit baroque viennois, la maison du 5, rue Sesostris, et la respectabilité faite pierre. Avant tout, le quartier, aujourd'hui un peu passé de mode, mais qui jouit toujours d'une excellente réputation. Et puis l'aspect extérieur, la dignité un peu sévère de l'entrée, la sollicitude empressée et respectueuse du concierge et de sa femme, l'ampleur de l'escalier, l'extrême propreté de tout, et même les plaques de cuivre aux portes des divers appartements, plaques dont les noms et le graphisme des caractères expriment la sécurité économique et une haute tenue morale. Mais surtout les locataires, l'un meilleur que l'autre, si on peut dire, des hommes réputés dans les professions libérales, des femmes insoupçonnables, même quand elles sont jeunes et belles, des enfants sains, attachés à leurs parents et studieux. Une seule personne est relativement étrangère à ce solide monde bourgeois, le peintre Bruno Lampa, un célibataire qui a son atelier dans une vaste mansarde. Mais c'est un noble. Des Lampa dits Campocciaro de Modène. Indubitablement, dans cette petite société homogène qui habitait la maison, le plus illustre était le propriétaire lui-même, Tullio La Rossi. Savant de renommée internationale, chirurgien aux mains d'or, sa personne elle-même exprimait un très haut niveau intellectuel et humain. Grand, maigre, la courte barbiche grise très soignée, les yeux vifs et pénétrants qui vous scrutaient intensément derrière les lunettes cerclées d'or, les mains aristocratiques, le pas allongé et un peu hautain, la voix persuasive et profonde. Nous autres locataires, nous fîmes un devoir des visites de condoléances à la veuve, encore jeune parce que La Rossi s'était mariée ayant déjà passé la 50aine. L'appartement au 1er étage était magnifique, sans aller jusqu'à la somptuosité. Nous fûmes impressionnés par le style avec lequel la famille contenait les manifestations de la douleur et du deuil. Ni hystérie, ni scène théâtrale de désespoir, comme il y en a souvent chez nous, mais une dignité silencieuse et contrôlée, qui faisait sentir encore plus intensément la gravité de la perte. On s'attendait, logiquement, à des funérailles en grande pompe, et en effet, dès l'aube, commença le va-et-vient des préposés aux pompes funèbres. Fonctionnaires et employés, on le comprenait à 1 kilomètre, de la firme la plus sérieuse et la plus respectable de la ville. Dans la cour, à 9 heures, les couronnes de fleurs formaient déjà, au pied des 3 côtés, une haie ininterrompue d'une rare splendeur. Le cortège, informé le faire-part de la famille, se serait mis en route à 11 heures. À 10 heures, la foule bloquait déjà la rue et les agents déviaient vers d'autres trajets le flux des véhicules. À 10h15, en troupes nombreuses et doléantes, arrivèrent les sœurs de la maternité. Tout se déroulait avec calme, ordre et silence. Sinon que, vers 10h20, on eut la sensation d'un accrochage imprévu, de quelque chose qui n'allait pas comme il fallait. On rencontra dans l'escalier des figures étranges et qui manquaient de dignité. On entendit l'écho
d'une discussion animée et nerveuse, pour ne pas dire d'une dispute, qui provenait de l'antichambre des Larossi. Il s'ensuivit, chez les gens qui faisaient la queue dans la cage de l'escalier et dans le vestibule de l'appartement, des signes évidents d'embarras et de confusion. Et enfin, pour la première fois pendant ces derniers jours, résonna un grand cri de désespoir, et c'était la voix de la veuve, Madame Lucia. On ne pouvait pas s'y tromper. Ces bizarreries ayant excité ma curiosité, je descendis 2 étages et essayai d'entrer chez les Larossi. C'était la chose la plus normale du monde, puisque moi aussi, je devais participer à la cérémonie funèbre. Et pourtant, je fus repoussé. 3 jeunes hommes, qu'il ne fallait pas beaucoup d'imagination pour identifier comme des agents de la sûreté, invitaient énergiquement à sortir les gens déjà entrés et barrer le passage à ceux qui essayaient d'entrer. Et cela provoqua une sorte d'émeute, parce que cette intervention semblait complètement délirante, en même temps qu'irrespectueuse. Cependant, au-delà de l'épais rideau de tête qui s'agitait, j'entrevis mon ami le docteur Sando Lucifredi, commissaire de police, chef des gardes mobiles. À côté de lui, le docteur Ussiro, chef de la section homicide. Lucifredi, quand il m'aperçut, agita la main en l'air en me criant « Incroyable, tu verras, incroyable !» Aussitôt après, je fus entraîné par la retraite des gens expulsés. Un peu plus tard, s'étant montré sur le palier, le docteur Lucifredi annonça à la foule « Mesdames et messieurs, j'ai le devoir de vous informer que, pour un motif de force majeure, les funérailles du professeur Larossi sont suspendues. Les personnes présentes sont vivement priées de s'en aller. » Il n'est pas difficile d'imaginer le volcan d'exclamations, de commentaires, de discussions, de conjectures, provoqué par cette annonce soudaine. Mais cela dura peu, parce que les agents s'employèrent à faire évacuer d'abord l'escalier, puis le hall d'entrée, et enfin le bout de rue devant la maison. Que s'était-il passé? Pourquoi la police était-elle intervenue? Est-ce que le professeur n'avait pas succombé à une mort naturelle? Qui soupçonnait-on? Comment le doute était-il venu? Voilà les questions que les gens se posaient. Mais personne n'avait deviné juste. Les premiers détails succincts de la vérité, infiniment plus incroyables, on put les lire dans les journaux du soir. Ni la radio, ni la télévision n'en firent mention. Bref, il s'agissait d'un des plus ahurissants coups de théâtre des chroniques du siècle. C'est-à-dire qu'était venu le doute que le défunt, gynécologue illustre, titulaire d'une chaire universitaire et directeur d'un des plus grands hôpitaux de la ville, ne fut pas réellement Tullio Larossi, mais un médecin de Turin, un certain Enzo Silieri, lui aussi spécialiste en obstétrique, déjà plusieurs fois condamné sous le fascisme, pour pratiques illicites et rayé de l'ordre, puis réapparu pendant l'occupation allemande et qui s'était fait complice des nazis, et s'était distingué comme scélérat criminel de guerre dans un camp de concentration de la Thuringe, où, sous prétexte d'expériences scientifiques, il avait torturé et pratiquement dépecé des centaines de jeunes juives. Ensuite disparu pendant les désordres de la Libération et recherché en vain par toutes les polices d'Europe. La chose était tellement énorme que les journaux, en annonçant l'invraisemblable révélation sur la base d'éléments fournis par la police, la donnaient avec la plus grande prudence, laissant transparaître le soupçon que l'autorité était en train de prendre des vessies pour des lanternes. Mais ce n'étaient pas des vessies. Le soir même, il y eut une cascade d'éditions spéciales avec une abondance de détails toujours nouveaux et de plus en plus extraordinaires. Il en résultait que ce fameux Silieri
arrivé ici dans la ville tout de suite après la fin de la guerre, en se servant d'une vague ressemblance facilement soulignée par l'adjonction d'une barbiche, s'était approprié l'identité du professeur Tullio La Rossi, célèbre gynécologue qui, persuadé par les autorités nazifascistes, à cause d'une grand-mère juive, s'était enfui en 1942 avec l'intention d'émigrer en Argentine. Arrivé en Espagne, il avait pris passage à bord d'un cargo mixte brésilien qu'un sous-marin allemand coula par erreur et qui se perdit corps et biens. La Rossi était célibataire et ses seuls parents vivaient justement en Argentine, dans une fazenda très isolée. Pratiquement, sa mort fut ignorée de tous. Personne ne s'occupa de sa disparition, et personne n'intervint quand, pendant l'été 1945, Silieri se présenta ici comme le gynécologue qui avait dû émigrer à l'étranger. Sa fuite, les persécutions fascistes habilement dramatisées dans ses récits, ses aventures dans le Nouveau Monde, lui conférèrent une auréole romanesque, et c'est tout juste si on ne le fêta pas comme un héros de la résistance. Toujours est-il qu'un peu plus tard, la chaire à l'université lui fut attribuée presque automatiquement, et comme ce n'était pas un imbécile, et qu'il possédait les connaissances de la spécialité, il ne lui fit pas difficile de prolonger la fiction pendant de longues années. Quant au vrai Tullio La Rossi, il semblait qu'il se fût dissous dans le néant. Lui et toute sa parenté. Voilà ce que disaient les journaux. Mais on se demandait comment la vérité avait fait surface à l'improviste, justement à l'occasion des funérailles. L'explication était simple, disaient les chroniqueurs. L'enregistrement du décès à l'état civil avait fait apparaître des discordances entre les généralités officielles et celles qui figuraient sur les papiers du mort, d'où l'intervention de la questure et tout le reste. En réalité, cette découverte tardive avait quelque chose de mystérieux, et elle laissait perplexes les connaissances, et en particulier les colocataires de la très respectable maison, où régnait maintenant une atmosphère de malaise. Il semblait presque que le déshonneur tombait brusquement sur un homme que l'on considérait comme un modèle de vertu civique, fit tache d'huile, et contamina les gens pendant des années, avait vécu à côté de lui. J'avoue que, moi aussi, j'avais été profondément secoué. Si un homme de valeur, aussi digne et aussi respecté, s'écroulait ainsi d'un coup, dans la boue et l'eau propre, à quoi pouvait-on encore croire? Et pour exciter mon inquiétude, survint un coup de téléphone auquel je ne me serais jamais attendu. Un beau matin, le docteur Lucifredi de la garde mobile m'appela chez moi. J'ai déjà dit que Lucifredi était de mes amis. J'ai toujours tenu à avoir parmi mes amis quelques personnages importants et de l'assurance. Dans la vie, on ne sait jamais. Lucifredi, je l'avais rencontré il y a quelques années chez des amis communs, et il m'avait tout de suite témoigné une vive sympathie. J'en avais profité pour chercher à le rencontrer en dehors de son bureau, l'invitant à dîner et lui faisant connaître des gens intéressants, et on se voyait assez souvent. Mais jamais il ne m'avait téléphoné le matin à la maison. « Salut, Andréata, » me dit-il. « Tu ne t'en es pas encore remis, non ? L'illustre professeur, ton respectable propriétaire. »« Eh, tu peux l'imaginer, » répondis-je, sans comprendre où il voulait en venir. « Je suppose que tu seras curieux d'en savoir davantage, n'est-ce pas ? Les journaux disent sans dire. » Bien sûr, je suis curieux. Et si moi, je te racontais tout, pourquoi ne nous voyons-nous pas ? Qu'est-ce que tu fais ce soir ? Il vint dîner. Ma bonne, au fourneau, est formidable. Les amis sont ravis d'en profiter. Je la priais pour l'occasion de se surpasser. Nous voici donc à table,
tranquille, devant un plat de succulents cannelloni à la crème et une bouteille de Châteauneuf du Pape. La lumière verticale du lustre fait ressortir la profonde cicatrice qui marque la joue gauche de Lucifredi et son visage maigre, qui ressemble vaguement à celui de Frank Sinatra, est encore plus aigu et pénétrant que d'habitude. « Peut-être tu ne me croiras pas, me dit-il, mais je le surveillais depuis 1 an et demi. Peut-être tu ne me croiras pas, mais il y a 1 an que j'ai appris la vérité. Mais on continuait à renvoyer la chose. Tu sais, le scandale, les répercussions dans les milieux universitaires. »« Mais alors, dis-je, à plus forte raison, après sa mort, vous auriez pu vous taire. » »« Non, parce qu'il y avait la question de l'héritage. »« Et pourrais-tu me dire comment t'est venu le soupçon ?» Lucifredi a un grand rire. Simplement une lettre anonyme, qui venait on ne sait d'où, parce que le cachet postal était maquillé. Anonyme, mais détaillé. Naturellement, ensuite il fallait trouver des preuves. Et je fouille, tu sais, je fouille. Et dans ce domaine, tu peux me croire, je suis assez habile. Mais est-il possible que, pendant tant d'années, personne ne l'ait reconnu? Il y a eu quelqu'un. Mais si l'Iris lui fermait la bouche avec du fric. Des millions et des millions. Nous avons trouvé un carnet avec les chiffres et les dates. Mais chez nous, l'homme ne s'est pas présenté. Mais alors, quelle preuve aviez-vous? Ça aussi, c'est très simple. Les empreintes digitales laissées par le professeur à l'hôpital. Celle de Silieri figurait aux archives de Turin. Excuse-moi, cette histoire m'amuse. Mais alors toi, qu'est-ce que tu as fouillé? Vous avez trouvé le gâteau tout cuit, non? Eh, qui sait? Il secoua la tête avec une expression ambiguë. Comment peux-tu exclure, par exemple, que cette lettre anonyme, je l'aurais écrite moi-même? Et de nouveau, il a un grand rire. Quant à moi, je ne sais pourquoi, je ne me sens pas d'humeur à rire. Je lui dis, n'est-ce pas un peu bizarre que tu me dises ces choses? Ça n'a rien de bizarre, répondit-il. Peut-être, un jour, tu comprendras pourquoi. Et je fouille, je fouille. Je suis patient, je sais attendre. Le bon moment viendra. En effet, il est venu. Il est venu, et il viendra. Comment il viendra? Eh, je fouille, je fouille. Pour quelqu'un, le moment viendra. Une rue élégante, la rue Sésostris. Une bonne adresse, n'est-ce pas? Particulièrement le numéro 5. Des gens au-dessus de tout soupçon. Mais je fouille. J'ai fouillé. Ai-je pâli? Je ne sais pas. Je lui dis. J'avoue que je ne te comprends pas. Tu comprendras. Me fait-il avec le petit sourire des grandes occasions. Et il sort un carnet. Tu veux vraiment savoir? Tu veux que je te dise tout? Mais seras-tu capable de te taire? Moi, je pense que oui. Il me fixe en silence. Oui, conclut-il, j'ai des raisons de croire que tu te tairas. Tu as confiance? En un certain sens, oui, j'ai confiance. Maintenant, écoute. Et il feuilleta son carnet. Le commandeur Guido Scoperti. Tu le connais? Il habite à côté de moi, là, la porte en face. Bien. Qu'en dirais-tu si tu venais à savoir que Scoperti est un faux nom, qu'en réalité, il s'appelle Guido Boccardi, de Campobasso, et que sur ses épaules pèse une condamnation en cours à 8 ans de réclusion pour banqueroute frauduleuse. Charmant, hein? Pas possible. Boccardi Guido, fils d'Antonio, condamné à 9 ans en 1945. En 1946, amnistié à cause d'une erreur de transcription. Recherché depuis septembre de la même année. Et vous vous en êtes aperçu maintenant? Il y a 1 mois. Et le nom, Germiniani Marcella. Ça ne te dit rien?
C'est elle qui habite au premier, pleine d'argent. Elle a une Rolls-Royce. Bien, tu tomberais des nues si on découvrait que la riche veuve ne s'est jamais appelée Germiniani, mais Cossetto, Maria Cossetto, jugée pour uxoricide, meurtre de l'époux par l'épouse, acquittée en première instance, en appel condamnée à perpétuité par contumace, et qui depuis joue la fille de l'air. Qu'en dis-tu? Tu plaisantes. Et le fameux docteur Publiconi, celui qui habite au deuxième, juste en dessous, le président de la fédération de boxe, ça te ferait de l'effet d'apprendre que son vrai nom de baptême est Armando Pisco. Ça ne te dit rien? Ça ne te rappelle rien? Ben, il y a eu un procès en France il y a très longtemps. Exact. Maniaque sexuel, surnommé l'étrangleur des Halles, condamné à la guillotine par les assises de la Seine, et évadé la veille de l'exécution. Tu n'as jamais remarqué ses mains. Tu as une belle imagination. Et la Lozani, Armida Lozani, créatrice de haute couture, celle qui occupe tout le 4e étage, alias Marietta Bristow, bonne à tout faire, qui a filé avec 3 millions de bougies et a été condamnée par contumace à 5 ans. Délicieux, tu sais, ce faisant au Capre. Compliment. Mais ce n'est pas tout. Le comte Lampa, des Lampa di Campochiaro, peintre néo-impressionniste, qui habite la mansarde. Je te le recommande, ton comte, alias Monseigneur Boutafogo, premier secrétaire à la nonciature apostolique de Rio de Janeiro. En ce temps-là, Brasilia n'existait pas encore. Organisateur de la fameuse œuvre apostolique de San Severio. En 2 mots, détournement de fonds pour plus de 50 000 $. Puis fuite, passage à l'étranger et dissolution dans le néant. Comment ça? Fais-je. Ils ont tous leur paquet? À se sauver, à ce qu'il semble, il n'y a que moi? Ah, vraiment? Fait Lucifredi avec une certaine ironie. Tu crois ça? Et moi, qui fouille et fouille, pensais avoir pêché une bagatelle aussi pour toi. Je feins la stupeur. Pour moi, dis-tu? Oui, excellent Serponella. Tu t'en es tiré après l'attentat de Lyon, quand tu as fait sauter la tribune des autorités. Mais un minuscule indice, tu l'as quand même laissé. L'Interpol me l'a fourni, et moi, j'ai fouillé, comme d'habitude. Et maintenant, enfin, nous y voici. Moi, commissaire Lucifredi, chef de la garde mobile, et le cher Lucio Andreatta, alias Luis Serponella, archiviste terroriste de la vieille école. Crois-moi, cela m'ennuie vraiment de devoir t'arrêter. Tu es tellement sympathique. Non, ne t'agite pas. Ne te fais pas d'illusions. La maison est cernée par un double cordon d'agents. Avec le nettoyage qu'il y a à faire. Tu es en pleine forme, docteur Lucifredi. Je lui réponds. Compliment. Docteur Sandro Lucifredi, alias Carmine Nicciarico, n'est-ce pas? Maintenant, c'est lui qui fait le geste de se lever, et il est devenu livide, et le faisan au Capre ne l'intéresse plus. Qu'est-ce que tu veux dire avec ce Nicciarico? Nicciarico Carmine, fils de Salvatore, et je me mets debout, tueur de la bande Rossari, au moins 3 homicides à charge. Il bouffonne. Et je serais devenu chef de la garde mobile, avec un passé aussi brillant. Ben, moi aussi, dans mon petit coin, j'ai fouillé. Les inondations du delta du Pô, ça ne te dit rien? La mort héroïque du vice-commissaire Lucifredi, emporté par les eaux, alors qu'il essayait de sauver une famille en danger. Et 2 jours plus tard, la réapparition inopinée du héros, presque méconnaissable.
le visage meurtri et blessé. Oui, je dois l'admettre, excellent, Nichiariko. Tu as été d'une habileté infernale. Maintenant, si tu le juges bon, tu peux appeler tes agents. Lui aussi se lève. Il ne ricane plus comme avant. Beaucoup, ami. Il ne me reste qu'à te remercier pour le délicieux dîner. Tu attendras bien le café, j'espère. C'est mon tour de faire le malin. Merci, mais il vaut mieux que je retourne au bureau. Il y a une masse de travail en retard. À la revoyure, cher Serponella, et ami comme avant.